À l'heure de la mondialisation, l'exotisme est à la portée de tous. La Thaïlande et sa gastronomie trouvent aujourd'hui leur place dans la culture occidentale. Notre cuisine est à la mode, les gens adorent ça, mais ils ne connaissent pas notre vraie gastronomie. C'est un pays de rois et de combattants, de cultivateurs et de reines de beauté. L'histoire de la cuisine thaïlandaise est pleine de surprises. C'est encore mieux que n'importe quel aphrodisiaque. Les saveurs authentiques de la Thaïlande plaisent aux audacieux. Elles bousculent les conventions et émerveillent les papilles. Cette cuisine surprend et stimule les sens. C'est un choc culinaire qui joue sur les contrastes. Plongez au cœur de la Thaïlande et découvrez l'essence même de sa gastronomie. Le soleil se lève sur la Thaïlande. La rivière Yom s'éveille. Elle se jette dans le grand Chao Phraya, le fleuve des rois. Inestimable source de vie, le fleuve remplit les filets des pêcheurs. Il irrigue les champs des cultivateurs. Ainsi va la vie dans les campagnes thaïlandaises. La cuisine fait partie intégrante de la culture de ce pays. Il y a encore peu de temps, la plupart des Thaïlandais étaient des paysans. Leur tradition reposait essentiellement sur la nourriture, le sens de l'hospitalité, les rituels et les fêtes religieuses. C'était comme une monnaie d'échange. Ancienne capitale de la Thaïlande, Sukhothai célèbre la fête de Loy Krathong. Chaque année, les habitants saluent ainsi le début de la décrue et la saison des moissons. Les krathong sont des offrandes flottantes décorées de fleurs, de bougies et de bâtons d'encens. La nuit de Loy Krathong, on les envoie sur les cours d'eau pour remercier les dieux. Ratri, âgée de 18 ans, est heureuse de perpétuer cette tradition. Aujourd'hui, les jeunes filles revêtent leurs plus beaux atours. Chacune incarne une reine de la mythologie thaïlandaise. J'ai participé à mon premier concours de beauté à l'âge de 15 ans. Et j'ai gagné. Tout le monde m'a taquiné en disant que c'était truqué. Aujourd'hui, exceptionnellement, la mère de Ratri ne travaille pas dans les rizières. Elle accompagne sa fille à une nouvelle compétition. Il faut des heures de patience pour transformer une lycéenne en princesse. Ratri est une habituée des concours de beauté, mais celui de Loy Krathong est particulièrement réputé. Dans les zones rurales, les concurrentes sont souvent filles d'agriculteurs ou de pêcheurs. En Thaïlande, on dit que la beauté d'une femme est comme un trésor. C'est son plus grand atout. Les concours de beauté sont un moyen de gravir l'échelle sociale.
Dans les campagnes thaïlandaises, la fête de Loy Krathong tient une place essentielle. Ces parades rendent hommage à la déesse des rivières qui peuple les cours d'eau de myriades de poissons. La rivière est la mère nourricière des Thaïlandais. Les Thaïlandais ont toujours mangé beaucoup de poissons. C'est leur principale source de protéines. Ils le consomment sous toutes ses formes, frais, séchés, fumés, fermentés, émincés, réduits en poudre, en purée ou en sauce. Les 3/4 des poissons consommés dans le pays proviennent des rivières et des étangs. Les Occidentaux associent souvent la gastronomie thaïlandaise au curry de viande et aux nouilles sautées. Mais en réalité, le poisson est à la base de la cuisine traditionnelle. Ma mère en fait tout le temps. Frit, bouilli, grillé ou avec du curry. Le matin, du poisson frit, le soir, du poisson poché. J'en mange depuis que je suis toute petite. C'est bon pour la santé. Chaque jour, Ratri, notre jeune reine de beauté, accompagne son père au marché. Négociant de poissons, il achète le produit de la pêche locale. Pour assaisonner soupe et curry, la mère de Ratri utilise du poisson fermenté, un condiment très apprécié des Thaïlandais. Les Thaïlandais consomment beaucoup de produits fermentés. Par exemple, ils relèvent souvent leurs plats avec du nam plara, de la sauce de poisson fermentée. C'est très âcre et pourtant, ça n'occulte pas du tout le goût des autres ingrédients. Littéralement, plara signifie poisson pourri. Ce condiment est le fruit d'une recette traditionnelle. C'est une technique très ancienne. À l'origine, les Thaïlandais laissaient les poissons fermenter au soleil pendant plusieurs jours. Il faut d'abord saupoudrer le poisson de farine de riz grillée et de sel de mer. On le tasse ensuite dans des tonneaux où il fermente pendant plusieurs mois. Certains plats japonais sont issus de cette même méthode de conservation. Depuis plus de 20 ans, Jatorn confectionne du plara selon une technique secrète que lui a enseignée sa mère. Elle veille sur plus d'1 millier de tonneaux à différents stades de maturation. Ce poisson fermente depuis 6 mois. Avec le temps, la chair rougit. Quand elle est bien rouge, on est certain qu'elle a du goût. Ja se repère aussi à l'odeur. Ça sent bon. Ce sera délicieux sur une salade de papaye. À la surface, elle observe les signes de fermentation. Tandis que le plara s'affine peu à peu, les asticots se multiplient. Un plara de bonne qualité est aussi délicieux qu'un bon fromage fermenté. Et c'est aussi fort, riche, coulant et odorant qu'un camembert bien fait. On trouve du plara dans la plupart des recettes traditionnelles. Il n'y a rien de meilleur. J'adore ça. J'en mange tous les jours. 2 repas sur 3. Lors de la fête du Loy Krathong, les festivités culminent autour d'un immense banquet. La lune brille au-dessus de Sukhothai. Dans les coulisses, Ratri attend les résultats du concours de beauté. Comme elle, 40 autres jeunes filles espèrent décrocher la couronne et seraient terriblement déçues de rentrer chez elles les mains vides. La gagnante est le numéro 17. Une rivale remporte la première place.
Ratriée deuxième, sans regret, elle pense déjà à la prochaine compétition. Alors que la fête touche à sa fin, les Krathong partent sur les flots. Cette année encore, le fleuve devrait se montrer généreux. Bangkok. Au cœur de la capitale moderne se cache une culture ancienne et majestueuse. Le temple du Bouddha d'émeraude se dresse dans l'enceinte du palais royal. À ses pieds s'étale le Sanam Luang, la grande place royale. Ce jour-là, les habitants de la métropole sont en deuil. Ils sont venus assister à la crémation de la princesse Galyani Vadhana, la sœur aînée du roi Bhumibol Adulyadej. Cette cérémonie funéraire a lieu presque un an après la mort de la princesse. La garde royale défile dans toute sa splendeur. Le spectacle est grandiose. C'est un rite ancien, empreint d'une tradition d'origine hindoue. Sous le regard de son peuple, la princesse accomplit son dernier voyage jusqu'au crématorium royal. Les Thaïlandais ne font pas dans la simplicité. Ils aiment embellir la réalité avec un maximum d'ornements. Non loin du palais royal se trouve le monastère de Wat Bowoniwet. Sa bibliothèque abrite une collection exceptionnelle de 300 000 ouvrages publiés et offerts à l'occasion de cérémonies funéraires. Ces volumes contiennent les biographies des défunts. Ils renferment également des recettes aussi anciennes que raffinées. Ce sont les premiers livres de cuisine thaïlandaise. Les ouvrages funéraires décrivent la vie et la généalogie des disparus, mais ils comportent aussi de nombreux textes gastronomiques. On tombe souvent sur des recettes très complexes qui laissent entrevoir à quel point la cuisine thaïlandaise était sophistiquée. Pour préserver l'héritage littéraire et culinaire de la Thaïlande, les autorités ont décidé de répertorier ces ouvrages commémoratifs. Kuntip est l'une des étudiantes qui a la chance de pouvoir explorer ce trésor national. Les livres funéraires contiennent parfois d'anciennes recettes royales. Il peut s'agir du repas préféré de toute une famille ou d'un plat inventé par le défunt. J'ai aussi découvert des recettes étrangères, occidentales, indiennes ou chinoises. Les recettes royales sont plutôt rares et la cuisine des palais constitue un chapitre mystérieux de la gastronomie thaïlandaise. Kun Pao est issu d'une famille prestigieuse proche de la maison royale. Sa collection d'ouvrages funéraires remonte à plusieurs générations. Voici le livre de la princesse Sipan, une excellente cuisinière.
Elle l'a écrit en anglais pour que les étrangers puissent découvrir notre gastronomie. Cette photographie a été prise par Sa Majesté le Roi. Cet ouvrage est l'un des tout premiers livres de cuisine thaïlandaise. Je connais ces familles. J'ai visité leur maison. Ça a d'autant plus de valeur pour moi. Depuis plus de 10 ans, Khun Pao compile les recettes de sa jeunesse. Les plus beaux fleurons de sa collection, des recettes royales divulguées par les cuisiniers du palais. J'ai commencé il y a une dizaine d'années, quand je me suis aperçue que dans la plupart des restaurants, les plats n'avaient plus le même aspect ni le même goût qu'autrefois. Ils ne connaissent pas notre vraie gastronomie. D'après Khun Pao, la cuisine thaïlandaise moderne a perdu son âme. Aussi s'applique-t-elle à reproduire les techniques de ses aïeux. Coupez-moi ça en petits morceaux. Donnez-moi plus d'aubergines. Il faut développer les arômes au maximum. Ça, c'est le parfum du curry vert. Apparemment, son livre est loin d'être terminé. J'ai déjà rassemblé plus de 1000 recettes, mais je dois encore peaufiner chacune d'elles. Je préfère prendre mon temps. S'il n'est pas publié de mon vivant, ce sera mon héritage. La cuisine royale traditionnelle est aujourd'hui méconnue. Certains craignent même que ses secrets soient définitivement perdus. La gastronomie royale a pratiquement disparu. Je ne connais personne qui sache cuisiner les recettes correctement et je me méfie de ceux qui prétendent le faire. Dans l'enceinte du palais royal, derrière de grands murs austères, se cachent les anciens harems des rois de Thaïlande. Leurs cuisines ont vu naître la gastronomie royale thaïlandaise. On y enseigne aujourd'hui les techniques culinaires traditionnelles. Coupe ça en deux. Prends un torchon pour sécher le mortier. Ce plateau, c'est pour le salé, celui-ci pour les desserts. Applique-toi un peu. Ajahn Somporn est au service de la maison royale depuis plus d'un demi-siècle. Fidèle aux traditions du palais, elle s'assure du bien-être quotidien du roi et de sa famille. La famille royale est sacrée. Les plats qu'on lui sert doivent être richement décorés. Mais il ne faut pas que leur goût soit trop intense. La formation des cuisinières a évolué avec le temps. On n'avait pas de recette écrite à l'époque. On nous apprenait à cuisiner à l'instinct. Aujourd'hui, les étudiantes ont besoin de recettes qui indiquent les ingrédients et les quantités à utiliser. Il faut être plus précis. La cuisine royale thaïlandaise a connu son apogée au XIXe siècle. Les filles de bonne famille étaient envoyées au palais pour apprendre les arts domestiques traditionnels. On leur apprenait à tresser les fleurs, à sculpter les fruits et à cuisiner. Ces jeunes femmes étaient la fine fleur de la société thaïlandaise. Elles détenaient les secrets des arts de la table les plus raffinés. Aujourd'hui, des jeunes filles de toutes classes sociales viennent étudier dans ces cuisines. J'ai un livre qui fait référence à une recette de porc au curry rouge et aux fleurs d'oranger. Pour ce curry, on utilise des fleurs d'oranger très spécifiques. C'est un plat d'exception que l'on sert uniquement dans les palais royaux. Mais nous voulons que nos étudiantes sachent le préparer. À l'époque, on utilisait beaucoup de techniques secrètes. La cuisine était toujours pleine de surprises.
L'avenir de la gastronomie royale est entre les mains de cette nouvelle génération de cuisinières. Elles sont les dépositaires des secrets autrefois dissimulés derrière les murs des palais. La nuit tombe sur Bangkok, les rues s'illuminent. C'est l'heure de dîner. La cuisine rapide qu'on déguste aujourd'hui sur les trottoirs de la capitale existe depuis seulement une cinquantaine d'années. Les Thaïlandais adorent manger un morceau sur le pouce. Les rues de Bangkok sont un curieux assemblage de petites échoppes de restauration rapide. Une foule d'affamés circule au milieu des voitures. À l'origine, ce sont les Chinois qui ont commencé à vendre de la nourriture dans les rues. Aux yeux des Thaïlandais, manger dehors était insolite. Il y avait plein de petits étals où l'on vendait essentiellement des nouilles chinoises. Les Thaïlandais avaient pour habitude de manger avec les doigts. Or, il leur était impossible de déguster des soupes de nouilles sans couvert. Aujourd'hui encore, ils s'aident d'une paire de baguettes et d'une cuillère. Avec l'industrialisation, les Thaïlandais sont venus s'installer dans les villes des plaines centrales. Très vite, le besoin d'une restauration rapide adaptée s'est fait sentir. C'est à cette époque-là que ces petites échoppes ont vu le jour. Le principe, c'est d'y cuisiner les plats à la demande du client. Au petit matin, dans le vieux quartier de Banglampu, les moines viennent chercher leurs offrandes. Comme les autres citadins, ils aiment manger sur le pouce. Il faut à peine 10 minutes pour installer les tables et les chaises du restaurant de Kunjim. Elle commence sa journée de travail à 4 heures du matin. Elle ne veut pas faire attendre ses premiers clients. Pose ça devant, juste là. Donne-moi un gros bloc de glace. Je sers différents plats, mais on me demande surtout ma soupe tom yum. Ce matin, j'ai déjà une commande d'une centaine de soupes à emporter. Faut pas traîner. Depuis plus de 20 ans, l'échoppe de Kunjim est une véritable institution dans le quartier. Les connaisseurs viennent y déguster la reine des soupes thaïlandaises, la tom yum aux crevettes d'eau douce. C'est une soupe à la fois typique, traditionnelle et originale. En thaïlandais, tom signifie bouillir et yum, mélanger. Ce petit restaurant est une entreprise familiale. Mari, fille, gendre, nièce et neveu, tout le monde participe. Mais c'est Kunjim la patronne. Il n'est pas rare qu'elle écoule 400 bols de soupe en une seule journée. Combien de bols de riz? 3. À l'origine, la tom yum était faite avec du poisson. Les crevettes sont relativement récentes. La tête des crevettes d'eau douce contient une substance jaune qui donne un goût très particulier à la tom yum et l'a rendue très populaire. On l'assaisonne avec du galanga, de la citronnelle et des feuilles de citron kaffir, des plantes qui ont aussi des vertus thérapeutiques. Certains des aromates de la tom yum sont utilisés pour confectionner des compresses médicinales traditionnelles. Elles contiennent du curcuma, de la citronnelle, des feuilles de kaffir et plein d'autres herbes médicinales.
On appelle ça des lukprakop. On les utilise depuis toujours pour soigner les malades. On les fait chauffer à la vapeur et on les presse ensuite contre la peau pour éliminer les toxines. Ça calme aussi les inflammations et ça soulage les douleurs musculaires. Au nord de la Thaïlande se dresse la montagne Chiang Dao. Les amateurs de médecine traditionnelle font des kilomètres pour venir jusqu'ici. Le docteur Rung est le médecin en chef de ce dispensaire qui fait aussi office d'école. Le muscle est tendu et l'articulation est enflammée. Les ligaments sont noués, tout est coincé. Ici, les soins du corps sont empreints d'une grande spiritualité. Transmis de maître à disciple, les traitements sont même censés donner des pouvoirs magiques à celui qui les utilise. Voici un texte très ancien qui m'a été confié par mon maître. L'écriture est codée pour éviter que d'autres guérisseurs ne s'en emparent. Seuls les disciples de mon ancien maître peuvent comprendre ce qui est écrit. Pour les Thaïlandais, soigner n'est pas seulement un processus physique. Et les meilleurs remèdes ne se trouvent pas toujours dans les textes. Quand je ne parviens pas à soigner un patient, mon maître me rend visite dans mes rêves. Il me guide dans mes recherches jusqu'à ce que je trouve la solution. Les traitements traditionnels bousculent souvent les conventions de la médecine moderne. Comme tous les guérisseurs, le docteur Rung croit aux vertus thérapeutiques de la nourriture. Prenez par exemple la citronnelle. Vous broyez quelques feuilles fraîches et vous mélangez le jus obtenu avec un œuf de poule et du soda. C'est encore mieux que n'importe quel aphrodisiaque. À Bangkok, les effluves d'herbes aromatiques envahissent les rues. C'est l'heure de pointe dans le restaurant de Kunjim. Donne-moi 10 tom yum et 2 crevettes à l'ail. Il nous faut 2 tables. C'est pour qui l'omelette? Kunjim utilise un ingrédient particulier qui relève le goût de sa soupe et fidélise sa clientèle. J'adore la tom yum aux crevettes et à la citronnelle. C'est une soupe délicieuse. Ici, ils mettent des œufs de crevettes dedans et c'est encore meilleur. Ils ajoutent des œufs de crevettes et de la noix de coco bien fraîche. C'est pour ça que c'est si bon. En plus, les portions sont généreuses et le prix raisonnable. C'est appréciable quand on est étudiant. Pourtant, Kunjim elle-même considère sa soupe comme un luxe hors de sa portée. Je ne mange jamais de ma tom yum. Tout le monde me dit qu'elle est délicieuse, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter pour siroter une soupe chaude. Les habitués sont formels. C'est dans cette humble échoppe qu'on déguste la reine des soupes de Bangkok. Un dimanche soir dans la province de Chonburi. Les parieurs sont sur la brèche. Ek a commencé la boxe thaï à l'âge de 9 ans. Il en a 17 aujourd'hui. Enchaîne les coups et frappe plus fort. Ce soir, son adversaire a 8 ans de plus que lui et 2 fois plus de combats à son actif. Jackie, son entraîneur, l'encourage. Mais ses derniers espoirs semblent s'envoler.
Retour à Bangkok, dans le club de Jacket, 4 jours avant un combat. Un autre jeune boxeur fait la démonstration de son talent sous l'œil attentif de l'entraîneur. Beaucoup de mes poulains viennent du sud du pays. Je suis comme un père pour eux. Je m'en occupe, je les envoie à l'école et je paye leurs études. Non, pas comme ça, et c'est plutôt par en dessous. Cet ancien boxeur devenu policier dirige son propre club depuis 7 ans. Il déniche ses protégés dans les provinces du Sud. L'entraînement est intensif. La fatigue se fait souvent sentir. À 15 ans, il ne reste à Penuday qu'une dizaine d'années de boxe devant lui. Loin de chez eux, ces garçons n'ont parfois aucun contact avec leur famille pendant des mois. Ils doivent s'adapter à la vie de la capitale, où même la nourriture est différente. La cuisine du Sud est très particulière. Ils sont dépaysés quand ils arrivent ici, et du coup, ils se nourrissent moins bien. Mais un boxeur doit manger beaucoup pour avoir assez d'énergie. Sinon, il perd ses matchs. Ces jeunes boxeurs sont habitués au curry jaune très épicé, les gangleong. Rien à voir avec les currys de Bangkok, bien trop doux à leur goût. Ils prennent ce genre de curry tous les jours. C'est très fort. La sauce est jaune parce qu'il y a beaucoup de curcuma dedans. Sorte de ragoût épicé, les currys thaïlandais sont très différents selon les régions. Cuisinés avec des herbes fraîches, ils se distinguent nettement de leurs cousins indiens. Contrairement à celui de Thaïlande, le curry indien est à base d'épices séchées. En Thaïlande, on utilise toutes sortes d'aromates frais qu'on écrase pour fabriquer des pâtes odorantes et savoureuses. Aujourd'hui, nous allons préparer une pâte de curry vert. Pour ça, il nous faut plein d'herbes différentes. Dans le monde entier, les currys verts sont synonymes de cuisine thaïlandaise. Les vapeurs doivent vous piquer le nez. Certains touristes suivent des cours sur place pour apprendre à reproduire leurs saveurs si particulières. Si le curry jaune est typique des provinces du Sud, le vert trouve ses origines dans les plaines centrales du pays. Plus crémeux et plus doux, il est mieux adapté aux papilles étrangères. Un petit sourire. Dites curry. Curry. Accaparé par l'entraînement de ses boxeurs, Jacket n'a pas le temps de préparer sa pâte de curry lui-même. Je vous en mets combien? Un bon kilo. Cette boutique est spécialisée dans les pâtes de curry du Sud. Certaines régions utilisent plus d'épices que d'autres. Les plats du nord-est sont bien plus forts que ceux du nord et du centre. Et ceux du sud arrachent la langue. Il est rare de déguster un curry jaune à Bangkok. Quelle que soit leur couleur, les currys thaïlandais se cuisinent très vite, contrairement à leurs cousins indiens qui mijotent parfois pendant des heures. Le lait de coco permet de lier la sauce. Les currys au lait de coco sont pleins d'aromates frais. Des piments, des feuilles de citron kaffir, du basilic. C'est excellent pour la santé. Les jeunes boxeurs sont difficiles, mais les talents culinaires de leur entraîneur sauront les satisfaire. Sous une onctuosité trompeuse, son curry a du punch.
Autrefois, la cuisine thaïlandaise était encore plus épicée. Les habitants mangeaient plus de riz, ce qui diluait l'intensité des plats. Aujourd'hui encore, dans les zones rurales, les plus pauvres mangent beaucoup de riz, avec un accompagnement souvent très fort. Les boxeurs professionnels ont besoin d'une alimentation riche en protéines et en glucides pour compenser les pertes de calories. Dimanche soir, l'heure du combat approche. Pour améliorer sa condition physique, Panudé a suivi un entraînement intensif et un régime alimentaire très strict. Ça va? Tu te sens bien? Alors qu'on lui place le traditionnel mangkan autour de la tête, il se prépare mentalement à affronter son adversaire. La salle est noire de monde. La Ram Muay est une danse rituelle qui rend hommage à l'entraîneur et aux parents de chaque combattant. Elle apaise aussi les esprits. Cachés dans la soie du mangkang, des prières bouddhistes assurent la protection des boxeurs. La double carrière d'entraîneur et de cuisinier de Jacky est loin d'être terminée. Si leur curry enflamme parfois les papilles, les Thaïlandais apprécient pourtant la douceur du sucré. Leur gastronomie comporte un éventail de desserts colorés et savoureux. Ils exploitent la moindre saveur sous tous ses aspects. C'est une cuisine qui repousse toujours plus loin les limites du goût. Ces bouchées sucrées sont dégustées à tout moment de la journée. Aux yeux de nombreux Thaïlandais, ces gourmandises sont les chefs-d'œuvre de leur gastronomie. Dès 7 heures du matin, Tan Aung Sak allume ses fourneaux. Il participe aux préparatifs d'une cérémonie bouddhiste célébrée en l'honneur de Boonkrai Tempitak, mort il y a 2 mois, à l'âge de 95 ans. Les desserts ont une importance symbolique essentielle dans les rituels religieux. Le lait de coco, le sucre de palme et les fruits sont les principaux ingrédients du gâteau traditionnel choisi par Tan Aung Sak. Les Thaïlandais considèrent leurs desserts comme les plus beaux fleurons de leur gastronomie. La première fois que je les ai goûtés, je n'ai vraiment pas compris pourquoi. Ça n'avait rien à voir avec les sucreries occidentales. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Ce sont des mets d'une finesse extraordinaire. Tan Aung Sak prépare un sangkaya, une sorte de flan riche et sucré. Les Thaïlandais font très peu de cuisine au four. Le sangkaya est cuit à la vapeur. La cuisine artisanale tient une place primordiale dans les cérémonies bouddhistes. On s'applique énormément pour que ce soit savoureux. C'est gratifiant de préparer des offrandes sucrées pour les moines. La cérémonie commémorative se déroule en présence de la famille du défunt, selon un rituel bien précis. Il faut par exemple que les bonzes soient en nombre pair. Pour finir, les moines se voient servir leur unique repas de la journée. Ils doivent le prendre avant midi.
Abondante et raffinée à l'extrême, la nourriture est dégustée avec retenue et sérénité. Pour le dessert, Tan Aung Sak s'est surpassé. Je leur prépare un flan avec des fruits bien frais. J'ai choisi de le faire avec des jacks parce qu'ils sont bon marché en ce moment. En thaïlandais, on appelle ça des kanun, ce qui veut dire avec l'aide d'autrui. C'est de bon augure. Pour parfumer leur dessert, les Thaïlandais utilisent un ingrédient très ancien, le sucre de palme. Ils donnent à leur gâteau traditionnel un goût bien particulier. Le sucre de palme a une saveur très riche. C'est délicieux dans les desserts. Tan Om est à la tête d'une exploitation de palmiers de presque 2 hectares. Il a passé sa vie à récolter le sucre de ses 450 arbres. Aujourd'hui, son fils a pris la relève. Depuis des générations, la méthode est la même. Il faut d'abord grimper à une quinzaine de mètres du sol pour atteindre les fleurs mâles qui poussent au milieu des feuilles. Récolter leur nectar est un travail méticuleux qui demande une bonne dose de patience. On brise les fibres de la fleur avec une pince en bois. Ensuite, on coupe les extrémités pour que la sève s'écoule lentement. On la recueille dans des tubes de bambou fumé qu'on fixe bien solidement. Le fils de Tan Om doit attendre le lendemain pour recueillir le fruit de ses efforts. Le volume de sa récolte dépend directement de sa dextérité. Ensuite, il faut filtrer la sève avec soin et la mettre sur le feu. Après avoir bouilli pendant plusieurs heures, les 15 litres de nectar ont réduit de moitié. Il s'agit maintenant de fouetter ce caramel liquide pour le refroidir. Peu à peu, il se transforme en une pâte épaisse. Après des heures de travail, on obtient finalement 1 kg de sucre de palme. Cette méthode permet de préserver la saveur d'origine de cet ingrédient traditionnel. Parfumé au sucre de palme, c'est cuit. Le gâteau de Tan Aung Sak est prêt. La fin du repas sera savoureuse et les moines ne seront pas déçus. C'est un mélange coloré de texture et de parfum. Une petite table est dressée à l'intention du défunt. Que le corps soit vivant ou mort, l'âme a toujours besoin de nourriture. Grâce à la touche sucrée des desserts, l'harmonie des saveurs est atteinte. L'équilibre est un concept essentiel dans la vie des Thaïlandais. Ils sont bouddhistes. Ils aspirent à une vie sereine et harmonieuse. Leur cuisine reflète cet état d'esprit. De la gastronomie royale la plus raffinée, jusqu'aux saveurs et aux parfums les plus rustiques, Ça sent bon. la cuisine thaïlandaise joue avec les contrastes. Elle est à la fois âcre, salée, sucrée, aigre et piquante. Ça fait un mélange délicieux. Mais si leur cuisine devient très à la mode à l'étranger, les Thaïlandais s'efforcent de préserver le caractère authentique de leurs recettes. Ce qui compte, c'est l'équilibre entre les ingrédients, les aromates, les épices et les saveurs. Les Thaïlandais apprécient les herbes fraîches et les condiments traditionnels de leur pays. Ils savent que le succès de leur gastronomie repose avant tout sur un savant mélange entre modernité et héritage culturel.
Dans un instant... Là, faites pas tomber, il y en a qu'une là, arrêtez. Hein. Un nouveau défi de 200 km à la ronde. Allez, sur les babines, oui.